la Fondation canadienne des femmes, je veux vous aviser que si vous avez besoin de sous-titres en français, le lien sera placé dans le chat, donc vous pouvez suivre et si vous avez besoin d'interprétation vers le français ou l'anglais, vous pouvez y accéder au bas de l'écran en cliquant sur l'icône de planète. Le travail de la Fondation des femmes et les organismes que nous soutenons se déroule en territoire autochtone, métis et inuit. Nous sommes reconnaissantes d'avoir l'occasion de travailler, de nous rassembler sur ces terres. Toutefois, nous reconnaissons que les reconnaissances de territoire sont insuffisantes. Nous devons poursuivre la vérité, la réconciliation, la décolonisation et les alliances dans un effort continu de redresser toutes nos relations. Depuis 30 ans, la Fondation canadienne des femmes est la Fondation du Canada pour l'égalité des genres. Nous soutenons les femmes, les filles, les personnes bispirituelles, trans et non-binaires pour fuir la violence, sortir de la pauvreté et prendre confiance en elles-mêmes et développer les leadership. J'ai quelques petites annonces logistiques avant de commencer. Nous avons de nombreuses présentations, panels, occasions d'interagir, vidéos et performances. Nous enregistrons cet événement pour le partager. Notez que nous ne pouvons pas voir aucune ou aucun des participants, donc ne vous inquiétez pas. Tout au long de la présentation, je vais demander de faire vos commentaires dans la boîte de chat sur le côté de l'écran. Nous avons des modératrices qui vont veiller au maintien des conversations respectueuses et sécuritaires et nous allons garder un œil sur les commentaires. Nous avons un ordre du jour très rempli. J'espère que vous allez le trouver intéressant. Il y aura une courte période de questions-réponses à la fin. Nous vous invitons à écrire vos questions dans la boîte questions et réponses Q&R. J'ai une petite note au sujet du contenu. Nous allons parler de violence genrée à un point ou un autre. Donc, je vous invite à prendre soin de vous si vous en avez besoin. Quitter un instant, revenir. Et j'aimerais également attirer votre attention sur sheltersafe.ca. C'est un réseau de logement, et de transition et de refuge pour les personnes qui vivent de la violence genrée. Si vous avez besoin davantage de services dans votre région, vous pouvez vérifier sur notre site web canadianwomen.org, Support Services. Les panélistes, je vous invite à parler relativement lentement pour nos interprètes et nos sous-titreuses. Je vais maintenant passer la parole à notre présidente et directrice générale de la Fondation canadienne des femmes, Paulette Senior. Merci beaucoup, Andrea. Merci tout le monde d'être ici en ce magnifique après-midi. Je vous parle de la région du Grand Toronto. C'est magnifique. J'espère qu'il fait aussi beau chez vous. Je m'appelle Paulette Signot. Je suis présidente directrice générale de la Fondation canadienne des femmes. Et depuis le début de cette situation, la pandémie que nous vivons, des défenseuses des droits des intérêts ont sonné l'alarme au sujet des risques accrus de violences faites aux femmes, y compris les agressions sexuelles. Il y a les centres de crise rapportent à recevoir davantage d'appels de soutien. La police rapporte davantage d'incidents de violence familiale. Nos donateurs ont généreusement fait des dons pour répondre aux besoins accrus de soutien. Le gouvernement a également travaillé en partenariat avec nous en mettant sur pied un fonds d'urgence pour les programmes de lutte contre la violence genrée au Canada. Depuis mai 2020, la Fondation canadienne des femmes a réussi à ramasser 33,6 millions de dollars en réponse à la pandémie de la part du gouvernement fédéral depuis avril 2020, pardon. Et ces fonds sont essentiels pour garantir que les services contre la violence genrée puissent continuer à être offerts en ces temps critiques. J'ai parlé à ce sujet avec l'honorable Mariam Monsef, la ministre de Femmes, Équité des genres Canada et Développement rural économique. C'est la première femme à être élue dans une circonscription fédérale de Peterborough. Kawarta est la première membre canadienne afghane du Parlement dans toute l'histoire du Canada, ainsi que la première femme musulmane à servir au sein du cabinet des ministres fédéral. Elle a ouvert la voie en
investissant 200 millions de dollars en soutien à la toute première stratégie canadienne de lutte contre la violence genrée. Elle a également participé au lancement d'un fonds historique de 100 millions de dollars en soutien au mouvement des femmes en investissant en renforcement des capacités pour les organismes de femmes. Et je vous invite maintenant à regarder cette vidéo. D'abord, j'aimerais que vous nous disiez pourquoi le sujet de la violence genrée est à l'ordre du jour du gouvernement depuis quelques années. Pouvez-vous en parler? Certainement, Paulette. Bonjour tout le monde. Je suis en territoire Métis-Saugué et j'aimerais beaucoup être avec vous, mais bon, je suis avec vous de ma maison à Peterborough, où la violence genrée n'est pas un nouvel enjeu, ce n'est pas nouveau pour notre gouvernement. Nous avons mis sur pied la première stratégie fédérale en 2017 et aujourd'hui, nous sommes en mesure de soutenir directement avec 12 milliards de dollars sur 4 années à plusieurs organismes de première ligne d'intervention. Pendant les premiers jours de la pandémie, mon équipe et moi-même, nous sommes rencontrés par téléphone et nous sommes heureuses d'avoir pu parler avec des personnes comme Paulette qui ont répondu à nos appels et à nos questions. Nous leur avons demandé sur quoi devrions-nous travailler au ministère Femmes, Égalité des genres Canada au cours des prochains mois et c'était unanime. Partout dans le pays, vous avez dit la même chose. Assurez-vous que les dernières portes auxquelles cognent les femmes et les personnes non-binaires et leurs enfants lorsqu'elles fuient une situation de violence soient une porte ouverte dans un organisme où on peut leur offrir des services sécuritaires et inclusifs. C'est vraiment une des premières conversations que j'ai eues avec des personnes comme toi, Paulette, et avec d'autres personnes à travers le pays. Et notre gouvernement spécifiquement sur cet enjeu, tous les foyers ne sont pas forcément sécuritaires et nous avons décidé d'essayer de nous assurer que tout le monde ait accès à des ressources d'urgence le plus rapidement possible. Merci, ministre Monsef. C'est tout un partenariat. Je pense que partenariat, c'est le bon terme pour décrire le type de relation que nous avons entre la Fondation canadienne des femmes et vous-même. Ce partenariat a vraiment grandi au fil des années et je pense que ça nous a placés dans une situation où nous pouvons réagir rapidement et être active pendant cette pandémie. Merci pour les investissements que vous avez faits. Et évidemment, le secteur vous dit toujours que c'est insuffisant et on est très préoccupé par l'avenir. Comme vous le savez, on a fait une certaine quantité de travail à ce sujet pour préparer le secteur, faire circuler des connaissances. Quel est le plan post-pandémie? En ce moment, la priorité, c'est de traverser la pandémie. Et vous avez raison, Colette, on ne peut pas le faire sans nos partenaires. Au tout début de la pandémie, si ça n'avait été de Hébergement Femmes Canada, de vous-même, la Fondation canadienne des femmes, nous n'aurions pas réussi à offrir les fonds aussi rapidement que nous l'avons fait aux premières lignes d'intervention. C'est très important et c'est grâce aux relations de confiance que nous avons bâties au fil des années avec le secteur et nous avons réussi à transférer l'argent dans les comptes bancaires des personnes qui en avaient besoin rapidement et je sais que c'est vraiment un énorme effort de la part de votre équipe et de toutes les personnes qui vous soutiennent. Mais ce travail que vous avez fait, surtout au tout début de la pandémie, ça a fait toute la différence. En ce moment, on est en train de recevoir les chiffres et 700 000 femmes et enfants, personnes non-binaires, à des moments de grand besoin, ont réussi à obtenir les services dont elles avaient besoin et c'est vraiment grâce à vous. Et au nom du Premier ministre et du gouvernement du Canada, je veux vous remercier. Et ces partenariats vont nous permettre de continuer à réagir à la COVID, à intervenir. Il y a un autre 15 millions de dollars que nous préparons à investir dans des fonds d'urgence. Et je vous remercie, Paulette et votre équipe, pour d'avoir été l'un des partenaires qui font transiter ces fonds. Et dans les jours à venir, il y aura 100 millions de dollars supplémentaires pour du soutien aux premières lignes d'intervention sur 3 ans dans le
le but de soutenir les interventions qui interviennent en matière de COVID, mais également pour participer à la reconstruction. Vous avez entendu le premier ministre le dire dans son discours du trône que la sécurité des femmes est le fondement du rétablissement du Canada. Il s'y est référé. Il a mentionné le plan national de lutte contre la violence genrée. Nous faisons du progrès à ce sujet. On a signé une déclaration et nous allons tous travailler sur un plan national d'action ensemble. Entre-temps, nous veillons à freiner la propagation de la COVID, à offrir le vaccin le plus rapidement, le plus équitablement possible. Ce sont des priorités pour nous. Il y a également un processus de consultation pré-budget en ce moment, dans la 3e semaine de février. Donc, s'il y a des commentaires que vous aimeriez transmettre au gouvernement au sujet d'une relance au féminin, c'est le moment d'aller en ligne, d'aller sur le site web Finance Canada, Financier Canada. Assurez-vous d'être entendu. Puis, nous allons continuer à amplifier votre message. Merci, ministre Monsef. Merci d'avoir répondu à l'appel et d'avoir été là en un moment où nous en avions besoin en situation d'urgence. Je veux vous dire quelque chose. D'abord, je veux vous dire que c'est la 30e année d'activité, 30e anniversaire de la Fondation canadienne des femmes. Et lorsque nos fondatrices ont fondé la Fondation, une des choses qui était importante pour elles, c'était que pouvons-nous faire dans le cadre de notre action philanthropique pour mettre fin à l'inégalité des genres et pour garantir, offrir l'égalité aux femmes et aux filles. Donc, il y a eu un mouvement pour élaborer un plan national d'action sur la violence genrée et je pensais que je pourrais vous donner une minute pour en parler de ce plan et ce que nous souhaitons accomplir avec ce plan. Tous les progrès que nous faisons sur ce dossier, c'est grâce à toutes les personnes qui ont travaillé avec nous et félicitations pour cette 30e année. C'est une année très particulière, mais c'est un jalon important et il y a des personnes brillantes qui ont travaillé avant nous et nous leur devons de travailler, de faire honneur à leur travail et le plan d'action national sur la violence genrée est également un jalon très important. Ça a pris des décennies de travail accompli par des survivantes, par des intervenantes de première ligne et quand je rencontre mes contreparties ontariennes et fédérales, nous avons parlé du fait que c'est la première fois que nous en arrivions à une entente formelle sur ce plan. Et nous reconnaissons que ça a pris beaucoup trop longtemps, mais nous prenons très au sérieux le fait que maintenant, aujourd'hui, nous sommes rassemblés autour de la même table. Et mes collègues dans les provinces et en Ontario sont extraordinaires. Nous avons pu développer des relations positives avec la stratégie fédérale, bâtir la confiance, avec respect pour les différentes régions, parce que ce sont les provinces et les territoires qui ont juridiction sur la plupart de ces dossiers dans ce domaine. Donc, nous avons partagé des listes et des listes d'organismes qui travaillent en violence genrée pour éviter que les gens aient à faire des demandes. Maintenant, nous en sommes rendus à une étape où nous avons parlé avec environ 1500 spécialistes pendant la pandémie de COVID au sujet de l'élaboration d'un plan d'action national. Il y a des consensus intéressants qui émergent partout dans le pays. Vous avez toutes dit que c'est important de centrer cette stratégie autour des expériences des femmes noires, autochtones, racisées, en situation de handicap, les minorités linguistiques, les personnes en communauté rurale, les personnes aînées et les personnes LGBTQ+. Vous nous avez dit qu'il était essentiel d'assurer la stabilité du secteur et c'est la même chose pour nous. Vous nous avez dit
et qu'on devait continuer à travailler sur la prévention, mais également que nous devions veiller à ce que les survivantes aient les soins, la dignité et le respect qu'elles méritent, qu'il soit question de soins de santé ou de justice. Vous nous avez également dit qu'il est important de veiller à ce qu'il y ait du soutien pour les hommes et les garçons, en plus que du soutien supplémentaire pour les femmes dans les organismes qui travaillent pour l'équité. Donc, moi-même et mes collègues dans les provinces et territoires avons entendu ces demandes et nous allons travailler très étroitement avec ma collègue ministre Bennett, qui est responsable des relations entre la couronne et les peuples autochtones, pour veiller à ce que le plan national sur la violence genrée travaille en parallèle avec les appels à la justice du rapport de la commission sur les femmes et filles autochtones assassinées ou disparues. Donc, en parallèle, en allant de l'avant, jusqu'à présent, nous avons un calendrier de 10 ans, ce qui nous donne des occasions immédiates pour agir, mais également, ces 10 années vont nous permettre de travailler sur les causes profondément enracinées de ce crime qui est complètement prévisible, qu'on peut éradiquer. Merci, ministre. Nous en sommes arrivés à la fin de l'entrevue. Je vous remercie et nous sommes toujours heureuses que vous preniez le temps d'être avec nous et que vous nous expliquiez ce que vous avez à dire d'une façon très claire et très complète. Votre passion est apparente, votre respect pour vos collègues est apparent, ainsi que le respect pour l'avenir que nous créons ensemble. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très bien. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Malheureusement, la ministre Monsef ne pouvait être avec nous. Nous avons fait de notre mieux dans les circonstances. Nous allons maintenant en apprendre davantage de la part de nos partenaires, nos bénéficiaires de subventions pour savoir quel travail elles déploient en matière de lutte contre la violence genrée. Donc, Keitha Mercer, responsable des initiatives communautaires. Bonjour, merci Colette. Bonjour tout le monde, je m'appelle Keitha Mercer. Je suis très heureuse d'être ici. Je travaille à la distribution des subventions. Comme vous savez, la pandémie, c'est une expérience partagée de certaines façons, mais d'autres façons, elle varie. C'est une expérience qui varie énormément d'une région à l'autre du pays selon les expériences, les identités, les obstacles auxquels font face les personnes. De nombreuses personnes ont dit que la pandémie exacerbe les inéquités et les failles dans notre système, des inéquités qui existent depuis longtemps et en fait, elle approfondit certaines des failles et des inéquités. Aujourd'hui, nous allons parler avec 3 organismes du Canada qui ont reçu du financement d'urgence dans le cadre du financement qui a été versé par le ministère Femmes, Égalité des genres. Elles vont nous parler du travail qu'elles font dans le cadre de cette urgence et elles vont nous parler de ce qui doit être fait pour mettre fin à la violence genrée. Je vous présente Andrea Silverstone de Sagesse à Calgary, Deborah Matthew de Toronto et Christelle Leblanc de une source de crise à Shediac au Nouveau-Brunswick. Je crois qu'elles vont se joindre à moi à l'écran. Bonjour. Alors, je voulais commencer par vous demander à quoi ça ressemble dans vos communautés par rapport à la violence sexiste pendant cette pandémie. Et on va commencer de l'ouest à l'est. On va commencer avec Andrea. Merci beaucoup de votre accueil et de l'occasion de partager avec ce qu'on a vécu et de faire partie du bon travail de la Fondation canadienne des femmes. On voit ce que voit tout le monde. Les taux de violence conjugale ne cessent de monter en Alberta. Il y a eu une augmentation de 30 en Alberta pour les jeunes femmes et femmes qui vivent ces violences. Il y a eu une augmentation de souteneurs de ces femmes qui vont vers nos agences pour essayer de voir comment ils peuvent rester des soutiens informels
alors qu'il y a une pandémie qui nous empêche de nous recueillir comme nous le nous faisions avant. Et on se rend compte que les gens se servent de ce service de façon différente que par le passé. On a vu que, par exemple, l'utilisation des refuges a diminué, mais l'utilisation des services a augmenté et notre service a dû faire une prestation de services virtuels en ligne, ce qui a aidé nos communautés plus éloignées au Canada parce qu'ils ont pu accéder aux services de façon plus équitable. Il y a une augmentation dans la sévérité et la mortalité de ce qui se passe pour nos clients parce que les rapports de la police ont diminué au début et ont augmenté. Dans la pandémie, les gens ont attendu plus longtemps pour appeler la police ou pour parler de situations violentes parce qu'ils avaient peur de ce qui existait à l'extérieur de leur porte, même si ça se passait ce qui se passait chez eux était terrible. Donc, ces taux ont augmenté de façon générale. Il y a eu aussi beaucoup de stress pour, les répondants de première ligne de notre secteur qui s'occupent de la pandémie et s'assurer qu'ils s'occupent d'une plus grande complexité de la part de nos clients. Alors pour moi, voilà la perspective générale. Ceci dit, je crois que notre secteur s'est vraiment mobilisé pour répondre aux besoins de nos clients. Thanks, Andrea. Merci, We'll Andrea. zoom over to Toronto On va and passer à Deepa. Toronto et Deepa, Can you talk a little bit about what the pandemic pouvez-vous looked like in your parler, community? heu, à quoi ça ressemble la pandémie dans votre communauté Absolutely. exactement? I'm sorry, my Oui, video gave je up on me just m'excuse. oh, it came back. Okay. Ah voilà, Uh, j'ai le début. it's playing a dance on me, so I would just leave it alone for now. I just wanted to say thank you to Je voulais everyone at the simplement dire merci Foundation à for inviting us tous, à la fondation de nous avoir and sharing our invités experience. et de So partager my notre little expérience. colleagues Ça here, the ressemble stay-home à moms ce left women qu'elle disait. experiencing in trap situations where Il y a des using the most situations où, basic service les starters. gens étaient pris avec leurs Access to safety became abuseurs. really Alors difficult right l'accès at the et la beginning, and sécurité étaient très as difficiles service au début providers were switching to et provide services online, avec les services en it was ligne, not ces available services to many n'étaient pas communities. So there disponibles were pour multiple plusieurs issues of communautés dus à marginalization, différents niveaux de discrimination, marginalisation, discrimination, and question de statut access to d'immigration. computer Avoir literacy was accès not à as l'internet n'est pas easy or nécessairement friendly for aussi some of facile us pour who eux are more que pour privileged. certains d'entre nous. The close monitoring of the perpetrators and also Aussi, la caregivers surveillance, sort of put them de under stress plusieurs and membres de harm famille peut, because heu, they were rendre losing les the choses plus difficiles pour eux parce qu'ils perdaient, natural support networks that they had formed les otherwise in their réseaux daily de soutien lives. naturel qu'ils But auraient all normalement. the high risk situations and Certaines scenarios that we saw situations across à haut young people's risque pour experience les jeunes has been really hard to a navigate été as well a as été difficile à effective. naviguer. Par exemple, Especially aussi pour pregnant les expectant femmes women enceintes and non-status women. et They are aussi les finding it femmes, hardest to navigate as well as qui, we are heu, finding it hardest to n'ont pas navigate de with not having statut, our own toolbox le available fait to de ne us, pas which we avoir usually would be notre going to. coffre I d'outils, really notre would coffre want d'outils to n'est pas difficile kind of echo the sentiment around accessible. the COVID fatigue and the mental health Je suis challenges that d'accord the par rapport à la sector is facing fatigue, as well because these par rapport strenuous à la COVID pour le circumstances secteur vu that ces situations they are difficiles, navigating. But we also saw something really mais positive. We saw on a vu better des choses collaboration, positives, coordination of plus de services. We saw coordination, de collaboration communities des coming services, together la communauté qui for s'est many of our survivors. rassemblée pour We were plusieurs working survivants. for donors Il y a paying beaucoup forward de advance pères payments et for de all support donateurs as well. qui nous A ont lot of aidés. positive Alors, sentiment, il y a beaucoup de but sentiments in a positifs, sector, a mais caregiver-led sector, the reality dans of un secteur tel young que le nôtre, parents who des get femmes caught avec up des in jeunes unlikely enfants qui situations travaillent à la maison et qui has essaient de been naviguer ces situations a été très difficile, comme pour tout le monde. Thank you, Deepa, and thank you Merci, both for Deepa. recognizing not only how Merci the d'avoir reconnu sector non has come seulement together, but comment le also secteur s'est how rassemblé, mais hard you're aussi working on top of. We're à all working on quel top of point an already nous struggling, travaillons an très already stretched fort, workload. même si nous avons Crystal, can you tell déjà us a little bit beaucoup de more charges about de what's travail. happening in Crystal, your community? pouvez-vous nous parler de ce qui se Sure. passe dans votre communauté? And New Brunswick has one of the highest rates of domestic Nouveau-Brunswick? homicide. So Il y of a, course, il y a beaucoup we're de very concerned about what would d'homicides have happened to those numbers during the domestiques. spike of the pandemic last Nous avons un taux très November. élevé. On avait tout de One of suite the peur, biggest évidemment, par rapport challenges à ça as au we Nouveau-Brunswick. Un des pivot to plus grands virtual, défis lorsqu'on it's passe au not virtuel, only getting c'est non victims, seulement cell phones, but it's
donner des téléphones cellulaires aux victimes, mais aussi les sentiments. Ils savent qu'ils doivent parler avec leur client et puis le client n'appelle pas. Et il y a une partie de nous qui dit: «Vous savez qu'elle se cache dans une garde-robe et vous avez peur qu'il se soit passé quelque chose». Alors, même ce 10 minutes pendant qu'elle va promener son chien pour essayer de trouver une façon de rendre les choses sécuritaires, comment faire en sorte qu'elle puisse accéder aux services. Moi, j'aimerais mettre l'accent pour notre province que il y a eu beaucoup de demandes d'ordonnances d'intervention d'urgence. Nous avons été une des dernières provinces à obtenir ces ordonnances, alors même s'ils n'étaient pas très bien connus par la communauté en général, il y a eu une forte augmentation, dans ces ordonnances et même si le gouvernement et les OSBL ont été formés pour être les gens pour assister, on s'est rendu compte que les seules personnes qui les faisaient, c'était les OSBL fémi de femmes. Alors ça a été très difficile pour le personnel. Ceci dit, ce qui est positif par rapport à la pandémie, lorsque vous parlez du côté négatif, côté positif, c'est le financement qui nous a permis de faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire autrement et de penser autrement comment rencontrer les gens. Et ça a aussi mis l'accent sur le fait que la violence, conjugale était déjà une pandémie. On vivait déjà dans une pandémie. Alors pour le public et pour la presse surtout, ils ont trouvé que c'était intéressant de mieux comprendre ce que ça voulait dire d'être pris à la maison, de ne pas pouvoir sortir de la violence conjugale et j'espère que même si ça a été terrible, ça va peut-être changer la façon de penser, par rapport à la durabilité de notre organisation. On en parle plus. Je pense qu'on aurait ça serait pas bien peu sur nous si c'était pas de la COVID-19. Alors dans cette situation, il y a une occasion, il y a un désir et peut-être une possibilité de changement. Thanks, Crystal. And you Merci, mentioned a little bit Christophe. about the funding. Can you tell Vous us a avez little parlé bit de about how your financement organization has been responding to these challenges and how et the comment agency est-ce had to que use the votre emergency funding? organisation a relevé ces défis? Eh bien, nous avons reçu, différents types de financements pendant la COVID-19, surtout de la Fondation canadienne des femmes, à travers le gouvernement fédéral et une partie de notre financement, c'est que nous offrons des services, par rapport à l'agression sexuelle et un des grands défis, c'est qu'on avait une salle de confort de la GRC. On avait un nouvel édifice, mais on n'avait pas de financement pour l'équipement. Donc, pour que les déclarations soient faites à notre dans notre endroit plutôt que dans une caserne de policiers. Et avec la COVID-19, on n'a pas eu la salle d'interrogation qu'ils utilisent aussi pour les abuseurs était en fait un c'était en gros: «Désolé, c'est que le client et le policier et on a un problème avec ça parce qu'on est là pour défendre nos clients». Alors on a pu offrir un service sécuritaire parce qu'on avait plus de place, mais on n'avait pas d'équipement et j'aurais pas pu le payer si on n'avait pas eu le financement COVID-19. Avec la subvention Safer Stronger, on a reçu un financement pour télécharger le logiciel Wish. Il y a 10 ans, on avait un problème avec notre base de données. Nous sommes dans une communauté rurale, nous faisons notre mieux. Nous travaillons à la base, on fait tout sur papier. On comptait les chiffres et c'est impossible lorsque vous avez autant de pics que pendant la pandémie. Il fallait absolument avoir une base de données pour télécharger une photo d'un prédateur pour mieux gérer nos dossiers. J'aurais pas pu le faire avec un budget normal, avec tous les coûts, par rapport à l'équipement personnel de protection. Donc le logiciel est essentiel. Il y avait aussi un financement pour engager quelqu'un à temps partiel pour aider avec, nos clients de deuxième étape, des problèmes de santé mentale. Alors ça a été vraiment une bénédiction de pouvoir faire tout cela. Merci. Thanks, Crystal. We've heard a lot about the Merci, need to Cristal. upgrade On a technology beaucoup entendu parler de mettre à um, jour la as technologie, organizations were struggling to get by before the que c'était pandemic, but with difficile déjà avant la pandémie pour les organisations, mais là, um, que les gens travaillent à domicile, c'est Deepa, encore can you plus talk a little nécessaire. bit about Deepa, how your pouvez-vous organization has been parler de responding and comment how you've ce been que using the emergency votre funding? organisation a fait? Yeah, Et sure. oui, So for the clinic, I think right from alors the pour la beginning, clinique, late au March, when début, the lockdown
c'était important pour nous d'envoyer un message que nos portes restaient ouvertes. Et notre message était, c'est qu'on nous avons pivoté très rapidement et on a été fortunés parce qu'on était déjà sur un système sur le nuage. Alors, c'était plus facile d'aider, mais on avait besoin de rester ouvert dans notre bureau principal où on peut encore recevoir des gens qui arrivent de façon imprévue, des situations où les gens on a besoin de faire ça pendant la pandémie, alors on a pu se servir des fonds d'urgence pour avoir des trousses pour les gens. On a reçu des dons et donc et on a pu avoir du plexiglas installé pour que les gens puissent arriver. Pour notre personnel administratif, on prend des tours. Par exemple, moi, je suis au bureau en ce moment, je garde cet espace. On essaie de s'assurer que l'espace est sécuritaire pour nous et pour les gens qui arrivent et ça a été extrêmement utile. On a aussi pu faire beaucoup d'éducation et beaucoup de groupes de soutien survivants. On a des webinaires pour les survivantes et surtout pour les gens qui ont été criminalisés, qui n'ont pas de statut. Il y a eu des pics qui ont été atteints pendant ce temps pour ces chiffres. Alors, ces fonds ont rendu possible pour nous de rester ouverts et engagés. On a dit qu'on allait rester ouvert jusqu'à ce qu'on nous dise de fermer et heureusement, on a été déclaré service essentiel, ça a aidé et on a pu utiliser nos grandes, salles de rencontre comme zone sécuritaire pour les réunions pendant ce temps. Une autre chose, une autre ressource importante grâce au financement, c'est d'avoir des plateformes sécuritaires pour l'interconnexion, parce qu'autrement, c'est pas possible. On s'est rapidement rendu compte que un courriel avec Schneider, c'est pas nécessairement ça paraît pas très bien et donc pouvoir cacher l'identité de la plateforme Zoom ou des courriels, tous ces aspects sont difficiles à accéder. On a pu les découvrir et ça nous a aidé à créer des zones plus sécuritaires. Let's talk with Deepa. Back over to Andrea. the west side of the Alors, on country. va revenir à l'ouest du How have pays. you been able to respond? Comment ça se passe pour vous? Chose très intéressante qui s'est passée pendant la pandémie, c'est que tout ce qu'on croyait savoir à propos de comment les gens vont chercher de l'aide, c'est pas la façon qu'ils ont procédé pendant ce processus de COVID. Alors, comme j'ai dit auparavant, subitement, on a vu que les taux de gens qui se servaient de refuge ont baissé. Les gens qui appelaient la police ont baissé, quoique les lignes de crise ont augmenté, mais pas autant que prévu. Alors, on s'est dit, pourtant, les gens sont pris à la maison avec leur appuyeur. Qu'est-ce qu'ils font? On s'est mis en partenariat avec HelpSeeker et l'Université de Calgary pour poser cette question. Et ce que HelpSeeker a fait des analyses de données selon des mesures Google que je ne comprends pas, hein, ils nous ont dit que les recherches Google pour les services de violence conjugale ont augmenté 136 depuis le début de la pandémie. Alors, tout ce qu'on faisait ne répondait pas aux besoins. Et ça, c'est un de nos principes de base. Alors, on s'est mis en partenariat avec HelpSeeker et Shift pour créer un projet qui s'appelle Data Action pour avoir des données en temps réel de gens à travers l'Alberta sur comment l'utilisation de services et les taux de violence conjugale, de quoi ça a l'air, ainsi que faire
des cartographies pour savoir comment ça se passe d'un service à un autre, pour, pour pouvoir dire à notre secteur et au gouvernement d'Alberta et d'autres bailleurs de fonds sur comment l'investissement doit être flexible pendant ce temps. Une chose que j'ai beaucoup appréciée à propos de la FCF et autres bailleurs de fonds, c'est qu'il y a eu des conversations en disant on vous a financé pour ça, mais voulez-vous qu'on le déplace ailleurs? Il faut savoir comment le déplacer et le projet Data to Action va nous donner ces renseignements. Alors, on a été très chanceux d'avoir des bons contributeurs comme les services de santé de l'Alberta, les grands corps policiers, les grands refuges, ainsi que toutes sortes d'organisations de base. Et je sais que c'est un projet qu'on aimerait bien voir à travers le Canada parce que c'est pas que l'Alberta qui vit ce problème de connaissance dû à la pandémie. Alors, merci. C'est super excitant et on vous dira lorsque le premier tableau de bord de données sera publié. Ah oui, ça nous aidera tous sans doute. Alors, merci à vous tous d'être ici et de tout le travail que vous faites. Je sais que ça crée toutes sortes de nouveaux défis pour vous et je suis toujours étonnée de voir à quel point on arrive à s'adapter, nous, les organisations de femmes. Alors, merci d'être ici et de tout le travail que vous faites à tous les jours. Si votre organisation fait la programmation et vous voulez faire une demande pour ce financement, vous pouvez aller dans le chat, mais la prochaine délai, c'est le 16 février, mardi, et on a très hâte de continuer à soutenir ce genre de projet. Je vais passer le parole à Sarah Domanski qui va nous montrer une performance très particulière. Merci, Keitha. Merci à vous tous d'avoir partagé tout le bon travail que vous avez fait sur le terrain. C'est vraiment merveilleux d'entendre tout ça. Alors, comme j'ai dit, nous sommes ravis d'avoir une belle performance pour nous. Harleen, qui est née à Montréal. Elle est artiste et éducatrice sud-asiatique et sa pratique est, est, est nourrie par toutes sortes d'approches féministes et autres. Elle se sert de programmation jeunesse. Elle comprend que l'expression artistique dans des zones sécuritaires peut être un catalyseur pour la guérison collective et les changements transformateurs qu'on cherche tous. Elle est dédiée à créer ces espaces dans sa communauté. Alors, en écrivant son livre de poésie, elle est ravie de faire partie de la connexion qui accompagne nos mobilités. Alors, merci beaucoup d'être parmi nous. Pouvez-vous nous dire ce que vous allez faire aujourd'hui? Bonjour, je m'appelle Charlie. Merci de cette merveilleuse introduction. Je suis vraiment honorée d'être parmi vous. Je suis artiste de poésie parlée, mais je travaille aussi au South Asian Community Center et nous sommes partenaires de la SCF. Et ça a été tellement touchant de non seulement voir mes collègues les autres organisations. C'est vraiment merveilleux de voir ce qui se passe. Nous sommes vraiment de forte guerrière. Alors aujourd'hui, je vais faire quelques pièces. La première partie, La première c'est un c'est trio, triptyque de poèmes, donc 3 et poèmes ensuite et un ensuite un plus poème long. plus long. Il y Il y a un a avertissement un par rapport avertissement au de contenu, contenu, parce il qu'il y a beaucoup de plusieurs métaphores. métaphores, pas tellement de descriptions de violences genrées, mais ce sont des poèmes qui parlent de violences genrées. Donc, prenez soin de vous, faites ce que vous avez besoin de faire, même si j'utilise beaucoup de métaphores, évidemment, ça peut déclencher quelque chose en vous. Donc, sentez-vous bien à l'aise de prendre soin de vous
Vous pouvez mettre sur sourdine. Et oui, je vais également dire que mon premier poème est une réflexion, commence avec le désespoir et je crois que ça reflète un peu ce que des survivantes peuvent ressentir. Mais j'espère qu'au fur et à mesure que j'avance, même si je parle toujours de violence genrée, ça va être un peu mieux à la fin de ma performance. Je vais prendre une pause entre les poèmes pour que vous sachiez que je change de vitesse. L'interprète va faire de son mieux pour interpréter les poèmes. Je ne parlerai peut-être pas. Je ne parlerai peut-être pas. Quand ils me disent de me taire, je leur fais confiance. Ils savent ils pensent qu'ils savent mieux que moi. Peut-être que je ne parlerai pas. Ceux qui tiennent les armes savent à quel point c'est facile de les utiliser. Il n'y a pas de menace vide. Peut-être que je ne parlerai pas. Parce que tout ce que j'ai, c'est mon armure, mais mon armure ne peut que me protéger. Elle ne peut pas combattre parce que je me tiens à peine debout. À quoi bon encore me faire frapper et tomber? Peut-être que je ne parlerai pas parce que pourquoi parler dans le vide? Pourquoi parler dans une pièce vide? Et si mes mots deviennent des échos agressifs, comment est-ce que nos murs qui se démolissent, comment la destruction, peut-être que je ne parlerai pas, même si mon corps a des cordes vocales, on m'a enseigné de ne parler que si c'est au service des autres. Peut-être que je ne parlerai pas. Parce que parler, c'est un peu comme saigner ces jours-ci. Il ne me reste rien à saigner. Je suis épuisée. Je sens dans mes os qu'il y a une émeute à l'extérieur, qu'il y a une tempête à l'extérieur. Peut-être que je vais rester entre ces 4 murs de ciment et dormir. Quand le feu s'éteint, il ne reste plus rien pour l'alimenter. Peut-être que je vais dormir. Peut-être que je vais dormir. Peut-être vais-je dormir jusqu'à temps que l'obscurité devienne des cerisiers en fleurs. Peut-être que je continuerai à dormir parce qu'il y a des rivières ici pour se baigner. J'avais oublié la sensation de l'amour. Tu les as connus toute ta vie. Tu sais quelle voix les calme, quelle voix transperce leur armure, quelle voix trouve leurs secrets. Tu as perfectionné l'art de grandir sous leur emprise, mais juste parce que tu as appris comment endurer et même aimer ceux dont les cœurs sont craqués et violents, ça ne veut pas dire que tu mérites vivre une vie où tu respires dans les mains d'un abuseur. Aujourd'hui, je me suis demandé, qu'est-ce qui se passerait si la douleur à l'intérieur arrêtait? Cette fois, sans honte, sans déception, sans envie. Qu'est-ce qui se passe quand la douleur est revisitée en la laissant être plutôt qu'en lui disant qu'elle ne mérite pas d'exister? Aujourd'hui, je laisse aller la douleur. Je la laisse jouer sous les rayons chauds du soleil. Et mon cœur me remercie en fondant sur lui-même et en me redonnant de la chaleur. Merci. Ce sont mes 3 premiers poèmes. Mon prochain poème, qui est en 3 courtes parties. En tout cas, je crois qu'elles sont courtes, plus courtes. Et c'est le premier poème d'un livre que je vais publier cette année.
Et c'est le premier poème que j'ai jamais écrit. Et c'est drôle parce que j'arrête pas d'y revenir. Pour moi, ça veut dire que c'est un poème qui est très spécial pour moi. J'espère que ce sera la même chose pour vous. Ça s'appelle je l'appelle une maison et une tempête. Ici, j'ai bâti ma maison, là où la côte rencontre l'eau, parce que même si la mer va bientôt emporter ma maison, j'aime le son des vagues. Ma maison est temporaire. Je l'ai bâtie pour la tempête. Le son du tonnerre est assourdissant et je ne veux pas regarder à l'extérieur dans les ombres de la nuit, même si je sais qu'elles sont plus belles encore que la lumière. Mon toit coule. J'essaie de boucher les craques de mon mieux et il y a d'autres jours où je laisse l'eau couler sur moi et je sais qu'il n'y a pas moyen. Je sais que ce n'est pas la bonne façon de me laver. Je suis désolée. Je suis désolée, je répète. Je ne peux pas vous dire à quel point il fait froid, mais je me dis que je survis. Mon corps est fragile. J'ai l'impression que mon corps est faible et je déteste cette sensation. Mais pourtant, mon corps est plein de résilience et me surprend. Ça doit être une résilience dont j'ai hérité. Ma mère était une guerrière dans le froid, mais ça ne l'a pas empêchée de détester le froid. La tempête continue à faire rage là où la côte rencontre le sable. Ma maison est quelque part entre les deux et je me demande ce que j'attends. Est-ce que ce que j'attends va arriver ou est-ce que je vais devoir quitter ma maison avant que cette chose attende? Ma maison est temporaire après tout. Les murs commencent à s'affaiblir et je me demande combien de jours ont passé. Le temps est un concept emprisonné dans la mémoire, mais c'est une chose que j'admire de cette maison. Dans cette tempête d'obscurité, de son, je suis coincée dans cette maison, une maison hors du temps. Le vent commence à passer à travers les murs. Je n'ai pas de fenêtre, mais les murs deviennent transparents et je commence à voir au travers d'eux. Ça ne fait plus. Alors, je rebâtis. Même une maison temporaire a besoin d'entretien. Je vais vous parler de ma chandelle. Oui, il y a une chandelle. Je la tiens dans ma main. Même en travaillant sur ma maison, cette chandelle est forte et douce, calme dans la tempête. Elle irradie la chaleur et quand je suis trop fatiguée pour entretenir ma maison, je me demande d'où vient la lumière. Est-ce qu'elle a été envoyée du ciel ou est-ce qu'elle a pris naissance dans la terre profondément sous mes pieds? Parfois, j'y pense comme ma rose. Je la protège avec mon corps de l'eau froide qui coule du toit et du vent qui finit toujours par passer au travers des craques de mon mur. Ma chandelle vacille agressivement parfois, mais elle ne s'éteint jamais. Je comprends que ma chandelle prend soin de moi. Il y a des jours où je pleure, mon cœur se défait dans la terre et je continue à tenir ma chandelle et la chandelle continue à me garder au chaud. Comment réussit-elle à me garder au chaud? Ma maison est temporaire. Je répare mon toit, j'ajoute des couches à mon mur, mais bientôt je partirai parce que cette chandelle qui me tient au chaud, qui me tient en sécurité, qui me tient centrée. Je vais vous parler de résilience. La résilience ne donne qu'autant que ton corps donne. Et ma chandelle n'exige pas que je sois forte, n'exige pas que je sois déterminée. Je pleure des larmes de folie, défaite, vaincue par une tempête qui ne passe jamais. Et la chaleur me redonne de la force dans mes yeux, dans ma poitrine. Elle ne recule jamais. Pouvez-vous imaginer une telle lumière et une tempête d'obscurité et de son dans cette maison temporaire? Pouvez-vous imaginer un amour comme celui-là? Merci.
Merci beaucoup, Arlene. Merci du fond du cœur d'avoir partagé tes mots avec nous, d'avoir présenté tes poèmes. Je pense que je parle au nom de tout le monde quand je dis qu'on peut prendre un temps pour laisser ces mots s'installer en nous, respirer profondément. Ces poèmes m'ont vraiment amené ailleurs. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Paulette Senior. Tout à fait d'accord, Sally. Ces poèmes m'ont amené dans un espace de chaleur, de réflexion. Merci, Arlene, profondément, du fond du cœur, de nous avoir amené à un endroit où ça fait déjà un moment, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé. Nos cœurs, nos esprits, un endroit où on peut se déposer. Merci. Je vais maintenant prendre 2 minutes pour réfléchir au passé, au présent et à l'avenir avec vous. Je vais faire une présentation et je vous invite à écrire vos questions comme vous le faites depuis le début dans la boîte de questions et réponses et à participer dans l'exercice qu'on va vous proposer. Donc, on va vous poser des questions. Vous allez voir des questions qui vont apparaître à l'écran. Donc, j'aimerais commencer en disant ou en répétant, parce que vous l'avez déjà entendu. Merci, Andrea, de gérer mes diapos. Donc, je veux commencer en disant que 2021 est... cette année, en 2021, nous célébrons le 30e anniversaire d'existence de la Fondation canadienne des femmes. Ça fait 30 ans qu'on existe et vous demandez peut-être un peu comment ça s'est produit. Donc, en 1986, 2 amies, Nancy Ruth et Susan Woods, vous voyez leurs photos ici à l'écran, parlaient de ce qu'elles pouvaient faire pour développer la philanthropie et le travail pour l'égalité des genres au Canada. Elles, en compagnie de 6 autres femmes, des mères fondatrices, elles ont lancé la Fondation féministe des femmes, Fondation canadienne des femmes, pour amener de l'avant la philanthropie féministe et promouvoir l'égalité des genres. Et cette année, la Fondation a octroyé 50 000 $ en subvention à des organismes. Merci à nos mères fondatrices. Je vais les nommer Nancy Ruth, Susan Woods, Rosemary Brown, Mary Eberts, Dawn Elliott, Julie White, Casey Johnson et Elizabeth Stewart. J'aimerais reconnaître que 2 de nos mères fondatrices sont peut-être sur cet appel, Nancy Ruth et Julie White. Julie White, nous reconnaissons votre existence, nous vous aimons et vous remercions du fond du cœur. Nous vous remercions d'avoir créé cette fondation. J'aimerais également reconnaître que Beverly Whitebrow, qui est encore la présidente de la Fondation canadienne des femmes, elle a joué un rôle essentiel dans son développement et je suis ravie d'avoir pris la relève à la direction en 2016. Depuis le début, l'impact de la Fondation canadienne des femmes n'a fait qu'augmenter. Nos généreux donateurs et sympathisants ont contribué plus de 130 millions de dollars qui a financé des dizaines de milliers de programmes pour les femmes et les filles au Canada. 30 ans plus tard, nous avons réussi à contribuer plus de 130 millions de dollars à des programmes. Merci à nos fondatrices, à nos donateurs, donatrices, aux employés, aux partenaires, aux collègues, aux collaboratrices, collaborateurs. Vous savez qui vous êtes et aux amis. Vous avez sans relâche pu faciliter l'impact positif de la Fondation canadienne des femmes dans toutes les provinces et territoires depuis les 30 dernières années. Les images que vous voyez vous donnent un petit aperçu des personnes et des projets qui ont peuplé les 30 dernières années.
Nous avons accompli de grandes choses et fait face à de nombreux défis. Certains moments nous ont remplis d'inspiration, d'autres nous ont poussés à l'introspection et nous ont forcés à changer. Nous sommes reconnaissants de votre confiance. Vous avez permis à des femmes et des filles et personnes issues de la diversité de genre à recommencer, à trouver un nouveau départ dans leur vie, à sortir de la pauvreté, à développer leur confiance et leur leadership. Vous avez facilité le changement systémique en faveur de l'égalité des genres au Canada et en fait, il n'y aurait pas de Fondation canadienne des femmes sans vous. Avançons à aujourd'hui. Nous avons fait face à des défis immenses en 2020, en 2021. 30 ans d'égalité des genres, de gains en matière d'égalité des genres sont maintenant menacés. La participation des femmes sur le marché du travail est historiquement faible. Les risques de violence genrée ont augmenté. Nous savons également que la participation des femmes a durement été marquée par la COVID-19. Les femmes racisées et les femmes marginalisées ont été durement frappées. Elles portent le fardeau de la prise de soins d'autrui. Ce sont certaines des conditions dans lesquelles vivent les gens. Vous vous souvenez, je vous ai dit que je vous demanderais de nous faire part des effets genrés de la pandémie sur vous et votre entourage. Rappelez-vous-en, nous allons vous demander bientôt de participer. Les femmes sont parmi les personnes les plus durement touchées par la pandémie, surtout les femmes qui font face à de multiples obstacles et des inégalités. Ce ne sont pas de nouveaux problèmes. Ce sont des problèmes qui ont été exacerbés par le choc de la pandémie. Il y a 30 ans, la Fondation canadienne des femmes a été fondée pour accélérer l'égalité au Canada. Le temps est venu d'y parvenir. Une de nos mères fondatrices a prononcé ces mots: jusqu'à temps que nous y arrivons toutes, aucune d'entre nous n'y arrivera. C'est la vision, c'est une vision derrière laquelle nous pouvons toutes nous rallier et c'est ce que nous faisons. Nous avons fait en 2020 et c'est ce que nous comptons faire à vos côtés en 2021 et à l'avenir. Donc, les priorités. Première priorité. Nous sommes en train de gérer des fonds essentiels pour les communautés. C'est très important. Avec la réduction des revenus pour le secteur caritatif au Canada, nos donateurs ont continué à contribuer pour que nous puissions soutenir des programmes visant à réduire la pauvreté chez les femmes, à lutter contre la violence genrée, à soutenir des initiatives de développement du leadership. Nous avons une stratégie pour le Grand Nord visant à bâtir des relations fortes avec les communautés dans le nord du Canada. Nous avons des partenariats établis. Nous sommes en train de mettre sur pied un comité consultatif et nous avons jeté les bases de ce travail essentiel. Nous sommes heureuses de dire que nous avons commencé à offrir des subventions et nous avons hâte de pouvoir octroyer des fonds importants à des projets extraordinaires dans le Grand Nord. En mars 2020, nous avons lancé le fonds Persévérante, un fonds national d'urgence pour mobiliser la philanthropie dans le cadre de la pandémie. Nos donateurs ont contribué plus de 500 000 $ qui ont été redistribués à des organismes populaires soutenant les gens. Nous avons également développé un partenariat avec le gouvernement du Canada, comme vous l'avez dit, pour assurer des fonds permettant à soutenir les fonds. Depuis avril 2020, nous avons eu 36 millions de dollars et nous les avons envoyés à des communautés, ces programmes d'urgence. Donc, c'est pour des programmes à travers le pays
pour faire du travail de justice de genre. Alors, si on regarde vers 2021, nous allons continuer à distribuer des subventions annuelles et multiannuelles qui répondront aux besoins urgents des communautés liées à la pandémie pour faire des liens avec des défis tels que la pauvreté, la violence, la marginalisation et va aller vers des solutions locales dont vous avez entendu parler par rapport à la justice de genre et par rapport à la violence basée sur le genre. Deuxième priorité, nous avons appris avec nos partenaires et nous avons cartographié des changements sans précédent. Il s'agit de rebâtir après la pandémie et de faire en sorte que le Canada soit prêt à l'équité des sexes. Il faut qu'il y ait un changement fondamental. En 2020, nous avons aidé avec Resetting Normal, une série de documents de politique qui parlent d'étapes critiques pour les décideurs pour qu'il y ait un Canada avec une équité des sexes suite à la pandémie. Alors, si on regarde 2021, voici ce que nous allons faire. Nous allons colléger des données sur les femmes d'origine diverse pour informer notre travail d'un changement systémique. Nous allons faire des recherches basées dans les communautés, comment empêcher des pics de violence conjugale et et sexiste. Et on va soutenir un partenariat par rapport à la violence sexiste envers les femmes noires et trans et autres au Canada et ce qu'il va falloir faire. On va continuer à travailler avec les partenaires de la base pour apprendre entre nous alors qu'ils s'occupent d'injustice envers les genres. Et on va continuer à soutenir des évaluations critiques sur plusieurs années parce qu'on veut savoir quelle est l'incidence de nos efforts pour transformer les vies et les communautés et quelles sont les leçons à tirer pour raffiner notre approche dans l'avenir. Troisième priorité, c'est plein feu sur la justice de genre sur le plan national. Alors, répondre aux incidences de la pandémie, parce que ces incidences seront senties bien après la pandémie. Et comme la Fondation canadienne pour l'égalité des genres, nous essayons de voir sur le long terme par rapport aux tendances et en regardant les résultats probants par rapport aux injustices. Alors, en 2021, nous allons demander au gouvernement FPT de mettre l'équité des genres au centre même de tous les efforts de récupération suite à la pandémie. On va amplifier la promesse d'égalité des sexes et on aidera les décideurs et le public à bien entendre l'appel à la justice. Nous allons générer une conscience publique pour rassembler les filles, les femmes et les gens qui ont divers genres, qui veulent soutenir leur communauté et leurs espaces de travail. Nous allons propager le signal qu'il faut de l'aide et nous allons aider les campagnes pour aider les droits alors qu'il y a un risque intensifié de violence basée sur le genre. Et nous serons à toutes les tables politiques pour nous assurer que notre voix soit entendue par rapport aux questions ayant trait au genre. Et nous allons continuer à développer notre approche féministe intersectionnelle avec un plan antiraciste systémique pour s'occuper de racisme contre les gens noirs, autochtones et les gens de couleur et développer des principes de philanthropie féministe. Pourquoi? Parce que la justice de genre commence chez soi. Alors, dans le chat de notre Zoom, dites-nous laquelle de ces priorités vous excite le plus et dites-nous pourquoi. Pourquoi vous vous y intéressez? Alors, pour continuer, voici pour les investissements communautaires. Voici ce que c'était en 2019-20.
environ 14 millions de dollars a été contribué à des communautés par des subventions et 4,2 millions a été contribué pour la revendication et le changement de politique, renforcement des efforts et les efforts pour améliorer l'évaluation des répercussions. Et voilà comment ça a été dépensé. Et notre rapport financier officiel pour 2019-2020 sera disponible dans quelques semaines sur notre site web. Pour aller de l'avant en 2021 et au-delà, on a encore plus besoin de vous. Il y a beaucoup d'occasions pour des changements et nous demandons à tous les Canadiennes et Canadiens de nous soutenir. Voici comment, les 3 façons comment. Nous recommandons répondre aux besoins urgents des communautés, des réponses rapides, des approches innovatrices et des solutions qui marchent. Chaque année, notre fondation distribue 25 subventions d'1 an pour des questions urgentes, que ce soit aider par rapport à la pandémie, s'occuper d'une initiative dans un monde qui change de façon radicale. Ces subventions s'assurent que les communautés aient les besoins les plus nécessaires. Deuxièmement, il s'agit de renforcer l'impact communautaire. Quoique ça a une incidence partout au Canada, mais chaque communauté a une incidence différente selon où ils sont et des barrières uniques pour les gens où elles habitent, en soutenant des subventions multiannuelles à des communautés de base. Ces communautés sont soutenues pour livrer des programmes personnalisés et pour habiliter les jeunes femmes et soutenir la stabilité économique des femmes. Ceci soutient des milliers de personnes et les effets se font sentir à travers les communautés. Il faut également soutenir le mouvement pour la justice de genre. Ça, c'est la troisième facette. Les gens doivent être soutenus dans des moments de crise, mais on doit également s'occuper des injustices historiques et des héritages qui mènent à ces crises en partant. Ce qui va le travail permet il faut travailler ensemble pour qu'on puisse faire les changements nécessaires et inaudibles. Alors, encore une fois, vous avez l'occasion de participer. Dites-nous quelle de ces 3 facettes vous intéresse le plus et pourquoi? Donc, merci beaucoup. Voici ce que nous avons fait depuis la dernière année. Nous allons maintenant passer à des questions et réponses courtes. Je vais donc vous présenter la présidente, Angela Johnson, et Sally, je vais vous réinviter parce que Sally, qui s'occupe de l'investissement, gestion des investissements, qui va nous lire les questions pour ces questions et réponses que nous allons entreprendre tout de suite. Alors, premièrement, la première question que j'ai devant moi, comment s'occuper des questions qui ont besoin de soutien psychosocial pour des familles migrantes qui ont des temps difficiles pendant cette pandémie et comment offrir une démarche de guérison alors que beaucoup de femmes étaient déjà victimes de violences dans leur pays d'origine. Ben, ce n'est pas une question facile, mais c'est une question très importante parce que nous savons que les femmes immigrantes ont des défis particuliers et nous qui sommes au Canada depuis longtemps ou qui sommes nés ici n'ont pas eu à faire face à ces problèmes. Alors, à la Fondation canadienne des femmes, nous faisons très attention pour s'assurer que les subventions fournies vont à des organisations qui en ont le plus besoin. Et souvent, ces organisations sont des organisations de familles migrantes. Alors, nous en finançons plusieurs à travers le pays pour nous assurer qu'elles offrent des soutiens nécessaires pour les familles migrantes dans leur communauté. Ces soutiens sont différents, par exemple, par rapport à la stabilité économique, peut-être un programme de formation pour l'emploi ou développer les compétences d'employabilité ou comprendre quel est
Qu'est-ce qu'il faut faire au Canada pour chercher un emploi ou offrir des groupes de soutien? Donc, c'est toute une gamme de questions. Et nous, à la Fondation, nous devons nous assurer que notre financement va à ces organisations qui en ont le plus besoin. Et ces organisations et communautés sont des organisations et communautés de femmes immigrantes. Absolutely. Tout à fait. And to build on that, there is a Pour question faire suite à cela, under the il y a une specific question par circumstances of rapport the dans des pandemic, vu la how situation précise de la is it pandémie, possible to help est-il women who possible are d'aimer les femmes facing domestic violence and qui gender-based font violence? face à la violence conjugale et la violence sexiste? Eh bien, vous en avez beaucoup entendu parler aujourd'hui, que ce soit par le travail de certains de nos bénéficiaires et ce qu'elles font, mais aussi, j'ai parlé plus tôt du financement que nous avons offert à nos bénéficiaires, mais aussi du travail, des changements systémiques qu'il faut apporter au travail. Nous savons que la pandémie a mis de l'avant ces questions et nous avons essayé de le faire pendant plusieurs décennies. Et c'est comme si, par le passé, on nous écoutait pas, mais pendant la pandémie où et alors que la violence sexiste a aussi été une pandémie, il est impossible maintenant pour les gouvernements de nier que c'est critique. Alors des organisations telles que celles qui ont parlé plus tôt ont besoin de financement. C'est à nous de lever des fonds de différentes sources. Ça peut être, chez des entreprises et ça, c'est beaucoup tombé depuis un an, ou plutôt l'inverse et aussi même chose pour les particuliers et le rôle critique des gouvernements, c'est important aussi et ça doit continuer et être augmenté. Donc, voilà quelques façons, mais aussi sur le plan individuel, les gens peuvent donner et c'est important. Parce que si ce n'était que des donateurs des particuliers et des entreprises, on ne serait pas là depuis 30 ans. On ne serait pas en train de faire le travail qu'on fait. Alors, c'est à cause de vous qu'on est là et qu'on va continuer. Donc, on a besoin de votre soutien individuel. Tout ce que vous pouvez faire dans votre communauté, sur les lieux du travail, c'est important pour nous, pour l'avenir. Well said, Paulette. C'est très bien dit, Paulette. Merci. These are really hard questions as well. So Ce sont des questions difficiles, I see there's a Paulette, few alors more merci questions, beaucoup. and I'm Je not vois sure aussi how qu'il y much a time we d'autres have. questions. Je ne sais pas combien de temps il nous But reste. Une dernière let's do question, that. peut-être? OK. So Bon. there was a question Il y avait une around question qui portait sur how the affordable housing for women that was le promised logement abordable pour les femmes qui avait été and promis, enables women to leave. qui permet aux femmes de quitter. Eh bien, avant de parler de l'importance d'être à chaque table politique, c'est important pour nous d'être là. Alors, par exemple, le logement, c'est une de ces tables de concertation où on se trouve. Et j'ai l'impression qu'il faut se démultiplier plusieurs fois pour être à toutes ces tables de concertation. Mais il ne faut pas sous-estimer à quel point le logement est important pour stabiliser la vie des femmes, pour stabiliser la vie des gens qui ont souffert de violences sexistes et qui ont fui elles-mêmes et des fois avec leurs enfants aussi. Alors, être sans abri, ça peut être un problème au Canada et cette itinérance au fil des ans a été différente de l'itinérance des hommes. Alors, pouvoir y répondre pour, d'une manière qui aide les femmes est important. Pouvoir protéger les femmes parce que les femmes itinérantes sont plus susceptibles à différents types de violences, des violences sexuelles, violences sexistes. Alors, c'est important qu'on pousse nos représentants gouvernementaux pour nous aider. Alors, c'est une des tables à laquelle on est assise à la Fondation des femmes pour s'assurer que ce n'est pas oublié, que c'est très important par rapport à Thank you, la Paulette. reprise And après there's la a few pandémie questions aussi. here about
Il y a aussi quelques questions par rapport aux quels critères d'admissibilité, des étapes, comment aider. Alors, pouvez-vous nous dire ce que les gens peuvent faire pour aider? Andrea nous a envoyé un lien à propos des fonds Safer Stronger. Alors, elle dit qu'elle pourra renvoyer ce lien et je suis certaine que Suzanne Duncan aura peut-être d'autres choses à dire par rapport à comment vous pouvez aider. Suzanne, voulez-vous dire un mot? Merci, Paulette. Tout à fait. Vous en avez bien parlé. Une des choses les plus importantes qu'on peut faire maintenant, si possible, c'est de donner à la fondation ou à d'autres organisations qui s'assurent que les femmes, les filles et les gens de divers genres ont ce dont ils ont besoin. Les gens se sont portés volontaires et avec tous les défis par rapport à la pandémie, la chose la plus importante en ce moment, c'est que si vous pouvez nous aider, nous soutenir, parce que ces fonds vont permettre aux organisations de les donner, de protéger ces gens. Merci beaucoup, Suzanne. Super. Alors, je voulais simplement m'assurer de remercier un groupe de femmes merveilleuses et m'inspire à chaque jour. Pour vous dire, ce sont les femmes avec qui je travaille. J'ai travaillé avec elles en personne, j'ai travaillé avec elles de façon virtuelle. Ça a été assez génial, même si vous me manquez, toute la touche personnelle. Ce sont des gens spéciaux qui ont beaucoup travaillé pendant une année très difficile. Elles ont tout donné pour aider tous les bénéficiaires, collègues, partenaires de la fondation. C'est le Dream Team, l'équipe de rêve, et j'aimerais vous remercier tous pour tout ce que vous avez fait. Je voulais simplement que vous sachiez que vous êtes la fondation et je suis tellement pleine de gratitude pour tout ce que vous avez fait dans vos résidences, dans vos différentes parties du pays. Et si vous ne faisiez pas ce travail, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait. Alors, merci beaucoup de votre énergie. Vous êtes qui soutient la Fondation LGM. Remercier Beth Malcolm, euh, VP à Initiative communautaire et qu'elle a décidé de nous dire qu'elle allait prendre sa retraite cette année. Alors, nous allons devoir lui dire au revoir. Mais j'aimerais mieux dire à bientôt plutôt que au revoir, alors qu'elle part vers son avenir. C'est une femme qui a été un pilier pour la fondation. Elle est indéfatigable. Elle a été persévérante dans la justice de genre. Elle est amie de plusieurs et le mot Ubuntu est une bonne description de son travail, ce qu'elle veut dire pour nous. Alors, merci. Alors, Beth va nous parler plus tard. J'aurai peut-être pas la chance de le faire plus tard. Elle nous manquera à tous et n'allez pas trop loin parce que nous allons vous ramener si possible. Et je vais maintenant céder la parole à Angela Johnson. Merci Paulette. Bonjour tout le monde. J'aimerais prendre un instant pour parler de notre conseil d'administration. Elles sont persévérantes. Elles s'assurent que nous respections notre mandat de bâtir l'égalité des genres au Canada. Merci, conseil d'administration, pour votre façon d'être là tous les jours. Votre détermination est essentielle. Nous avons Kristen Blakely Cosman, qui est l'ancienne présidente, Danielle Bisnar, Jennifer Flanagan,
Shauna Hoyt, l'ancienne coprésidente Jody Johnson, Marilyn Roycroft et l'ancienne trésorière Paula Smith. Ces femmes ont donné de leur temps, leur énergie, leurs compétences pour faire progresser la Fondation. Merci de votre persévérance. J'aimerais accueillir les nouvelles membres de notre conseil d'administration qui se joignent à nous cette année. Jazz Hottie, Peggy Moss, Sarah Robinson, Mino Sekand, Olivia Sobi et Sandy Vanderzeel. Merci de vous joindre à nous. Nous avons très hâte de travailler avec vous à l'avenir. Je vais maintenant passer la parole à Segal Doula, directrice du programme de préparation à l'investissement. Merci, Angela. Merci aux membres du conseil d'administration actuel et passé. Je m'appelle Segal Douale. Je vais prendre un moment pour vous parler du programme de préparation à l'investissement. C'est un programme financé par le gouvernement du Canada dont le but est de soutenir les organismes à vocation sociale qui contribuent à résoudre des problèmes sociaux environnementaux. Et nous préparons les organismes à l'investissement dans le cadre de notre programme et depuis un an, nous nous encourageons les organismes à se joindre à l'écosystème du financement social. Cette année pose de nombreux défis au domaine de l'entrepreneuriat social. J'ai parlé avec différentes participantes dans les programmes pour voir comment elles se portent et là où elles en sont en matière de préparation à l'investissement. J'espère que vous allez apprécier le cours vidéo que j'ai préparé, que je vous montre maintenant. So with us today, we have Nous avons parmi nous deux organismes entrepreneurs et 4 femmes extraordinaires. Un projet qui va nous parler de la relance économique dans le cadre de la pandémie. Avec les nouvelles réalités que nous vivons, certains organismes sans but lucratif sont très créatifs et se tournent vers le financement social ou l'entreprise sociale pour stabiliser leurs sources de revenus. Donc, on aimerait toutes savoir quelles sont 3 leçons que vous avez apprises dans le cadre de la dernière année. Nos programmes sont différents parce que nous soutenons d'autres personnes qui créent des studios de jeux, mais dans le cadre de cette pandémie, nous avons centré nos efforts sur l'offre d'espace physique aux personnes marginalisées. Et je pense que nous avons utilisé la technologie et les outils de différentes façons pour maintenir le soutien communautaire que nous donnions avant autour de notre espace physique. Donc, nous avons vraiment expérimenté avec différents outils de façon à offrir des nouvelles façons d'apprendre, d'être en communauté, pendant la communauté. Je pense que nous avons de nombreux artistes et individus créatifs. Nous les aidons à utiliser des outils en ligne pour continuer à produire de l'art et de la culture. Et ça a été très important pour nous. Un des éléments clés que nous avons vraiment appris à cœur, c'est de ralentir et de reconnaître que les niveaux d'énergie de tout le monde étaient différents et imprévisibles. Ça nous a aidé à raffiner les projets sur lesquels nous voulions investir et Sagal l'a bien formulé. Toutes les inégalités qui existaient avant la pandémie ont été exacerbées par la pandémie. Que pouvons-nous faire pour utiliser ce temps, pour ralentir, pour raffiner notre travail et orienter nos énergies et notre temps vers des programmes qui donnent l'occasion à des personnes marginalisées un espace. Nous avons dû apporter beaucoup de changements à nos services, à notre prestation de services dans le contexte de la pandémie de COVID. Nous avons réduit les places disponibles dans les refuges. Il y a eu une immense augmentation de la demande de soutien que nous offrons aux gens, aux membres de la communauté à l'extérieur des refuges. Le projet, essentiellement, est un projet de recherche. Nous nous penchons sur le potentiel de marché pour notre projet. Quels bénéficiaires sont dans la communauté,
quel type de performance recherchons-nous? Donc, essentiellement, toute cette période nous a offert une occasion inespérée de sonder les options alternatives et virtuelles qui pourraient permettre à notre entreprise sociale de se développer de façon sécuritaire. So we're going to pass it back to Sally. Nous allons maintenant passer la parole à Sally. Merci. Merci, Andrea. Nous allons maintenant parler de sécurité économique. Comme vous savez, la sécurité économique a posé de grands défis pendant la pandémie. En fait, ça a toujours été un défi pour les femmes et les personnes issues de la diversité de genre partout au pays, mais surtout pour les travailleurs migrants, les travailleuses en situation de précarité, d'exploitation. Et Corey Campbell, qui est gestionnaire de programme pour les programmes communautaires, a discuté avec certains de nos bénéficiaires pour avoir une idée des enjeux auxquels ils font face en ce moment dans leur région. Leah Wallner, qui travaille sur un programme contre la traite des personnes et le mouvement contre le viol et l'inceste à Montréal. Denise Sinclair, directrice de la Société Elizabeth Fry du nord de l'Alberta, qui a un travail pour les femmes autochtones ayant subi de l'exploitation sexuelle et de la traite des personnes. Et Faye Faraday, qui dirige le projet de microcrédit pour les femmes au Centre Parrish Lifer. Au cours de la dernière année, nous avons vu les effets disproportionnés de la pandémie sur les femmes au plan personnel et au plan économique. Certaines personnes parlent même d'une récession au féminin parce que les femmes souffrent de la majorité des pertes d'emploi. Donc, au-delà des chiffres que l'on voit dans les médias, des rapports, peut-être que vous pouvez nous parler de ce que vous voyez sur le terrain. Qu'est-ce que la pandémie veut dire en termes de moyens de subsistance des femmes avec qui vous travaillez? Comment est-ce que les stratégies de survie ont changé pour les femmes dans le contexte de la pandémie? On va commencer avec Tony en Alberta. Très bien. Pour les femmes qui ont recours à nos services, elles ont dû faire des choix très difficiles dans le cadre de la pandémie, vraiment des choix impossibles. Elles ont dû choisir entre payer le loyer et nourrir leurs enfants, entre manquer de ressources, quitter une relation violente, entre travailler ou garder les enfants à l'école. Ça a été vraiment un temps très difficile et ce n'est pas la faute des femmes, évidemment. Merci, Tony. Faye, et comment est-ce que ça se compare par rapport à ce que tu vois à Toronto? Avec les femmes immigrantes avec lesquelles je travaille, je constate deux types d'expériences très différentes. La première, des femmes qui ont perdu leur travail complètement parce qu'elles travaillaient pour des personnes qui ont elles-mêmes perdu leur travail, qui travaillent maintenant de la maison. Par exemple, pour les travailleuses à domicile, migrantes, elles ont perdu leur emploi. Donc, ces femmes ont perdu à la fois leur emploi et leur maison parce que ce sont des aides familiales résidentes. Leur statut d'immigrant, elles ne peuvent pas rester ici en raison de leur statut migratoire et ne peuvent pas retourner chez elles non plus à cause des limitations sur le transport. Des femmes qui ont gardé leur travail sont dans des situations encore plus complexes parce qu'elles font plus de travail qu'avant. Par exemple, les travailleuses migrantes dans le domaine des soins, il y a des travailleuses du soin qui essentiellement ont été en arrestation à domicile chez leur employeur depuis le début de la pandémie. Et la façon dont leur santé mentale a été complètement détruite et leur précarité économique est terrible. Léa, vous travaillez également avec des personnes à statut précaire et sans statut.
Vous faites ce travail à Montréal. Comment est-ce que ça se compare à ce que vous voyez? Je pense que c'est le mot parfait. C'est vraiment dévastateur, un effet dévastateur pour de nombreuses femmes de statut précaire avec qui je travaille. On observe des éléments semblables à ce que Faye vient de décrire. Les femmes qui travaillent dans l'économie informelle, par exemple, et je dirais que c'est la même chose pour les femmes qui sont dans l'économie formelle. Les femmes font face à des attentes, doivent répondre à des attentes impossibles. Elles doivent choisir entre choisir leur santé personnelle et leurs moyens de subsistance. C'est important de souligner que la vaste majorité des femmes avec qui je travaille travaillent dans les services essentiels et ont des résidences temporaires. Et avec ces résidences temporaires, elles n'ont pas accès à un statut permanent ou même à des soins de santé. Donc, ça soulève d'importantes questions. Comment traitons-nous les personnes qui sont en première ligne d'intervention de la pandémie? Merci beaucoup. Ce qu'on entend, c'est que la pandémie a apporté de nouveaux défis pour les femmes, mais également exacerbé des vulnérabilités qui étaient préexistantes. Donc, il semblerait que si nous voulons protéger la pandémie, la société de la pandémie, nous devons travailler sur ces enjeux de base. Pour en revenir à Tony en Alberta, que pensez-vous que les femmes avec qui vous travaillez auraient eu besoin qu'est-ce que vous pensez que les femmes auraient besoin avant la pandémie pour éviter la situation dans laquelle elles se trouvent en ce moment? C'est une question très chargée. Les trois choses qui me viennent en tête. D'abord, la première chose, c'est un revenu universel de base. C'est essentiel par rapport à la résilience, à la capacité d'aller vers l'avant. Deuxième élément, c'est des services de garde universels. On ne devrait pas avoir à choisir entre prendre soin de ses enfants et travailler. C'est un service qui devrait être accessible à tout le monde. On ne peut ignorer l'impact générationnel de crise mondiale comme celle-ci. Et le troisième élément, c'est l'accès à l'Internet. Avoir un ordinateur. Le monde est passé en mode virtuel très rapidement, puis il y a des gens qui ont été exclus de cette transition. Merci beaucoup, Tony. Lia, est-ce qu'il y a des éléments, des choses dont les femmes avec qui vous travaillez auraient eu besoin pour être en sécurité? Je suis d'accord avec tout ce que Tony vient de dire et j'ajouterais à cette liste parce que de nombreuses migrantes à statut temporaire ne sont pas inclus dans des choses comme le soutien aux revenus. Moi, ce que j'ajouterais, c'est la résidence permanente. Je crois que c'est la réponse à court terme la plus facile à mettre en œuvre. Par contre, la résidence permanente n'est pas une solution à tous les problèmes que nous voyons parce que c'est seulement un aspect d'un problème beaucoup plus large. C'est un projet social que nous devons entreprendre comme société si nous voulons vraiment travailler sur la sécurité économique des femmes. Évidemment, je pense qu'on a besoin de meilleures conditions de travail, meilleure protection en matière de travail et même une meilleure perception des travailleuses des services essentiels. Nous devons accepter et reconnaître le rôle essentiel qu'elles jouent dans nos sociétés. Encore une fois, ce sont seulement des dimensions d'un énorme défi auquel on fait face. Donc, pour aller de l'avant, je dirais, je suis pas super bonne à trouver des solutions, mais bon, j'aimerais qu'on ait vers une économie qui est basée sur des principes féministes inclusifs, autant sur le plan de comment on travaille, mais sur notre façon de distribuer la richesse et le pouvoir. Merci, Léa. Faye, veux-tu ajouter quelque chose à cette liste? Qu'est-ce que tu penses que ça nous révèle par rapport à où on doit aller? Où devons-nous aller pour rebâtir? Je suis tout à fait d'accord avec cette idée de résidence permanente pour toutes les personnes migrantes, la régularisation de toutes les personnes qui sont ici au Canada et des journées de congés payés. Comment est-ce qu'on peut toujours ne pas avoir des congés de maladie payés?
Donc, à l'avenir, on a besoin d'une économie qui est basée sur le bien-être humain, sur le bien-être, la santé du monde naturel dans lequel on vit, non un monde qui est centré sur l'obtention de profit. On parle de la valeur des êtres humains et on parle du travail essentiel, mais la façon dont notre économie est structurée ne priorise pas le bien-être des personnes et de l'environnement. Donc, ce qu'on constate dans le cadre de la pandémie, c'est exactement la précarité, la déshumanisation que le système est conçu pour créer et pour utiliser de façon à générer des profits pour certaines personnes aux dépens d'autres. Donc, ce dont on a besoin, c'est une économie qui ne laisse vraiment véritablement personne derrière. Merci d'avoir pris ce temps pour discuter avec nous aujourd'hui. Je sais qu'on pourrait dire encore de nombreuses choses au sujet de votre travail, au sujet de ce que vous voyez dans vos communautés, mais on doit bientôt clore. Merci d'avoir pris ce temps avec nous. Merci beaucoup à nos bénéficiaires extraordinaires. Merci à toutes les personnes qui ont parlé de leurs observations, de leurs recommandations. Je vais maintenant passer la parole à Susan Duncan, qui est vice-présidente de la philanthropie. Philanthropie, elle a une annonce à nous faire. Merci beaucoup, Sally. Je suis ici avec Beth Malcolm, dont on a entendu parler un petit peu plus tôt aujourd'hui. Je suis très heureuse d'avoir cette conversation avec Beth aujourd'hui. Comme Sally le dit, je suis vice-présidente de la philanthropie à la Fondation canadienne des femmes et j'aimerais prendre le temps de vous remercier, tous les partenaires, défendeurs de droits et d'intérêts. Merci d'améliorer le monde pour les femmes et les filles et les personnes issues de la diversité de genre. Ce soir, on souligne le fait que Beth quitte la Fondation. De nombreuses personnes connaissent Beth après ses 16 ans à la Fondation et je veux prendre le temps de réfléchir avec Beth aux expériences qu'elle a eues et certaines de ses espoirs pour le futur. Bienvenue, Beth. Bonjour, Suzanne et à tous mes amis partout dans le pays. Beth, parle-nous un peu de ce que tu as constaté au cours des 16 dernières années à la Fondation canadienne des femmes. C'est vraiment dur de croire que ça fait déjà 16 ans quand je suis arrivée à la Fondation canadienne des femmes. C'était pour remplacer une personne qui était en congé parental. Je pensais que je serais là, que je serais ici pour 6 mois parce que c'était la durée des congés parentaux à cette époque. Mais quand la fête du contrat, on arrive à sa fin, le fonds pour les filles est en train d'être lancé et je suis restée. Je suis très heureuse d'être restée à la Fondation. Je me sens vraiment chanceuse d'avoir pu passer une grande partie de ma carrière à travailler avec des programmes, avec des organismes dont vous avez entendu parler aujourd'hui. J'ai vu l'engagement, la résilience de ces organismes, de leur personnel et des personnes qui participent au programme. Elles ont généreusement partagé leurs histoires avec moi et elles ont vraiment eu un effet important en moi. J'ai eu le privilège de voir une perspective nationale. À la Fondation, ce point de vue nous permet de voir les enjeux communs d'inéquité de genre et les différences entre ces enjeux dans différentes régions du pays et d'un groupe de personnes à un autre. J'ai également eu le privilège de voir des enjeux émergents au niveau de base. Parfois, on peut offrir des ressources pour aider, mais parfois, tout ce qu'on peut faire, c'est faire connaître l'enjeu et l'apporter à l'attention des décideurs, décideuses politiques. Par contre, c'est très clair pour moi que les programmes communautaires locaux sont importants, mais ont des limites. Nous devons travailler davantage sur les causes fondamentales des inéquités et nous devons travailler pour le changement systémique. Malheureusement, tout ça est devenu encore plus apparent pendant la pandémie. Quand je pense au programme des Fonds des filles que nous avons financé au cours des années, et tout le monde le sait, à la Fondation,
Ce sont des fonds qui sont vraiment très importants pour moi. Nous avons constaté des résultats extraordinaires, sense of des filles qui ont pris belonging, critical confiance, un thinking sentiment skills. d'appartenance, des compétences de pensée critique, mais par contre, elles doivent quand même se retrouver dans des milieux où elles font face au sexisme, à la discrimination, au racisme, au And a capacitisme. shout out to my some of the Et girls programs who focus on STEM. This isn't rocket science. We need to change the environment and the systems that are harming these girls. And when we think about our economic development programs that we've heard from today, Et lorsqu'on songe au programme de développement économique dont on a entendu parler aujourd'hui, commencer, aider les femmes à commencer dans la vie économique, il faut quand même s'occuper des différences de paye, congés de maladie, les différences de pouvoir dans les ESBL et en grandes entreprises, euh, racisme systémique. Il ne s'agit pas simplement d'aider les individus, mais aussi casser les grandes barrières. Financer des programmes pour aider les femmes aujourd'hui est critique, mais à long terme, il faut changer le système d'inéquité pour que plus personne n'ait à lutter comme elles. Et ça, c'est le genre de choses que j'ai vues par le passé, mais pour moi, c'est important de songer à ces questions de ces problèmes systémiques sans pour autant oublier les programmes sur le terrain. Mais moi, je pourrais vous écouter à la journée longue. J'ai aimé beaucoup votre perspective de pouvoir voir ce qui se passait au niveau du terrain et comment il faut s'assurer qu'on s'occupe des problèmes systémiques aussi. On a beaucoup parlé des difficultés de la dernière année, mais je me demandais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous donne espoir? that's a very good question because I Bonne think question. sometimes, particularly these Je days, crois que, sometimes surtout it's de hard nos to think jours, about c'est what can bring difficile us hope. de But I songer à am hopeful l'espoir. Mais because j'ai I think de when l'espoir parce que talking je about the crois right que les things, gens we're parlent des not bonnes abandoning choses. the need Ils to ne help sont pas en people train who need d'abandonner le it, besoin whether that d'aider be les gens où ils providing sont, shelter or que ce counseling soit des or refuges, programs le for youth. counseling, des But I programmes pour am les seeing jeunes, so much more mais je vois beaucoup interest in the plus systems change. d'intérêt dans le People are changement asking questions systémique. about how Les do we gens get posent at des the root questions, causes of à gender-based savoir violence comment versus aller à la just, racine okay, de we're la gonna help them violence after the sexiste, experience plutôt que violence. d'aider simplement les gens How do we après break cette down the violence barriers ou that comment typically women face casser as they ces stay in the obstacles workforce des versus femmes how do we help a au woman travail get a job plutôt and not que necessarily think about comment them aider une femme à trouver un changing the emploi environment plutôt que de changer they're in. l'environnement. And there's growing awareness about Et il systemic y a de plus en plus de barriers conscience à that are propos due to des issues of barrières racism, systémiques dues inclusivity, au and equity. racisme, And I'm really capacitisme et optimistic la that we transphobie. Je can suis make très changes possible. optimiste que c'est possible d'apporter des For the changements, younger folks. I en say that partie à as cause those des that are jeunes retiring, but I et la really personne qui va prendre sa that retraite, mais we je need to crois listen to qu'il the younger faut folks in our écouter les plus communities jeunes dans and nos our communautés environments. et nos They environnements have their fingers on the pulse parce of what qu'elles needs to savent happen. ce qui se passe et And ce I'm qu'il faut also changer. hopeful that the Et foundation is j'espère a que la strong voice for Fondation gender justice. est une voix We've forte learned to pour listen justice and take de the will that genre. On a women and appris à gender diverse écouter people and communities et themselves. on a And we can appris à always do écouter les better. gens et les communautés. On peut But I toujours faire really mieux. think that the Mais foundation je crois que is la a stronger Fondation voice and est une we voix can forte help amplify et qu'on the peut voices of aider à others. amplifier la voix des So autres. we can't let the Alors, advances that we've all worked so hard les to avancées pour here lesquelles over on the a years, travaillé, on ne peut pas les we need to laisser accelerate this change diminuer. Il faut and strive for accélérer le gender changement justice. et aller And I vers la know as you justice de listened genre. Et earlier comme vous today, l'avez dit thanking plus our tôt, partners, I Suzanne, know our partners, our je sais allies, que our nos supporters, partenaires, nos alliés, our nos colleagues will make this happen. partisans vont Because faire en sorte que ça gender se justice passe, means parce que everyone la wins. justice du genre, c'est pour toutes les femmes. C'est merveilleux, Beth. Votre engagement sans faille a été inspirant. On a beaucoup parlé, vous avez beaucoup parlé à l'organisation à propos de la justice de genre et du changement systémique. Et c'est pour cette raison que je suis ravie d'annoncer que nous allons lancer une nouvelle initiative qui s'appelle Moves for Gender Justice. Moves for Gender Justice. Oui, c'est pour des mouvements pour être libérés de la violence, les droits de la personne et la dignité. Donc, Moves for Justice, vous allez en entendre parler plus au cours des prochains jours et semaines. Veuillez en parler, faites des dons et aidez-nous pour qu'on puisse le faire aller de l'avant. C'est le bon moment de le faire. Nous sommes à notre 30e anniversaire et Beth, avec votre départ, on veut
rassembler les gens parce que comme on veut rassembler tous les gens, par exemple, les gens qui ont été ici sur le webinaire pour aider avec le dialogue sur la justice de genre. Alors, sur cette note d'espoir, on va clore, on va vous demander de faire un court sondage et d'aller à la célébration Black Women's Voices. C'est le 19 février. Vous allez voir des renseignements dans le chat. Vous pouvez trouver où il faut aller pour s'inscrire. Nous aimerions remercier tous et celles qui sont venues et bonne route. Ben, en fait, restez sûrs et en sécurité. Merci.